bienvenue dans ce talk consacré à l'anniversaire de l'école Camando, qui pose une question que je vais tout de suite ajuster, puisqu'on posait la question de qui seront les designers et les architectes d'intérieur de demain, puisque l'école Camando, donc, qui a été créée en 1944, forme aussi bien au design et à l'architecture d'intérieur. Vous allez le voir tout au long de la conversation. En fait, vous allez voir défiler des anciens étudiants derrière nous. Ça vous donnera une petite idée des parcours divers et variés. Depuis la création, il y a plus de 1500, presque 1800, hein, je crois, qui est noté sur le site, anciens étudiants. Une école qui a été bien entendu marquée par ses différents directeurs qui ont tout au cours de l'histoire chacun laissé leur empreinte, que ce soit en élargissant les disciplines, en favorisant la mobilité internationale, en développant chacun un réseau vraiment, enfin, des partenariats rhizomiques, on va dire, avec des entreprises, des institutions, des manufactures, etc. Et puis aussi la diversité, une ouverture à la diversité sociale, puisqu'il y a aussi dans l'école, c'est important de le souligner, un accès pour les boursiers. Donc à voir toutes ces informations sont bien entendu sur le site de l'école. Une école qui a aussi une spécificité structurelle puisqu'elle est adossée au musée des arts décoratifs et qui est répartie sur 2 sites, Paris et Toulon, hein, tout ça on va le voir, et qui donc aujourd'hui est dirigée par Michel Dard depuis 2021. Alors pour évoquer un petit peu les questions de comment on forme au métier du design, au métier de l'architecture d'intérieur aujourd'hui, pour comment on forme aujourd'hui des professionnels qui devront exercer donc demain, qui devront prendre en compte les enjeux de société, comment ces questions font évoluer la pédagogie. J'ai autour de moi, on va commencer par Charlotte Julliard, donc, qui est designeuse, qui est directrice artistique, qui travaille avec des éditeurs extrêmement différents. Hein. On va aussi bien du Vivier PV à Noma sur l'éco-conception, pour citer que 2 parmi la Pléiade, qui a été aussi distinguée au FD100. Oui. Et qui est donc diplômée depuis 2011 et qui est enseignante aussi sur le site de Toulon. Oui, exactement. D'abord sur le site de Paris et puis depuis 1 an sur le site de Toulon. D'accord, actuellement surtout. Et Paul Marchesso, qui est donc designer, architecte d'intérieur, qui intervient aussi bien sur l'aménagement dans le secteur du contract, dans les écoles, enfin qui a vous avez en fait au niveau des scénographies, d'accompagnement des clients extrêmement divers. Hein, vous allez nous en parler tout au long de ce talk. Vous avez été diplômé en 2013 et vous enseignez sur le site de Paris pour Camando. Et je tiens à le préciser aussi, vous enseignez également, je crois, en école d'architecture. Parce que c'est en général l'architecture d'intérieur et l'architecture, c'est pas toujours très simple. Et là, c'est l'école de Belleville, c'est ça ou c'est... Exact. J'ai enseigné aussi à l'école de Strasbourg d'architecture. Donc ce qui montre aussi l'évolution dans les porosités des métiers. Et c'est intéressant à souligner. Et juste à mes côtés, Caroline Nafedji, qui est donc experte en design. On va résumer très brièvement, mais je pense que c'est important de souligner que vous avez été la fondatrice du label Design for Change. Vous aviez aussi été directrice des programmes sur l'île capitale du design. Et donc, vous êtes arrivée à Camando en mai 2023 en tant que directrice des études. C'est ça. Voilà. Donc on va peut-être commencer avec vous pour déjà nous expliquer un petit peu, nous résumer les spécificités de l'école et surtout du cursus, comment le cursus se structure. Absolument. Donc, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est la grande singularité, c'est d'être adossé à un musée, donc qui donne aussi une empreinte assez forte à l'école, qui s'appelait à l'époque l'UCAD et qui est devenue l'école Camando, du nom de Nissim de Camando. Donc l'enseignement qui était délivré d'abord au musée Nissim de Camando, on a encore des modules là-bas, est passé boulevard Raspail et depuis 5 ans à Toulon. La singularité, peut-être par rapport à d'autres écoles, c'est qu'il n'y a pas de choix entre architecture intérieure et design. C'est un double cursus
qui permet vraiment aux étudiants d'embrasser tous les questionnements et les problématiques autant que de résoudre à des échelles qui vont de l'espace public pour entrer dans l'espace habitable jusqu'à à toutes les échelles, jusqu'au design, donc les moindres détails du tiroir et de la poignée de porte. Donc, et cette spécificité-là, elle est portée par un enseignement autour d'ateliers de projet qui, sur le premier cycle, donc qui va jusqu'à la licence, sépare architecture intérieure et design pour vraiment poser les fondamentaux et qui amène à ce qu'on appelle l'AID, l'architecture intérieure et design, pour que l'étudiant puisse ensuite à la fois développer son propre programme, mais aussi aboutir à un diplôme tenant vraiment compte de ces deux aspects. L'autre spécificité de l'école, c'est aussi le fait que les enseignants sont tous des praticiens. Ce ne sont pas des universitaires à temps plein, c'est vraiment des praticiens, ce qui ouvre aussi pour les étudiants des opportunités assez importantes de stage, de réseau avec le milieu professionnel, aussi avec tout cet écosystème de grandes personnalités qui ont été formées à l'école depuis 80 ans. Donc ça, c'est aussi une des spécificités. Et puis, depuis plusieurs années, on est reconnu, le master est reconnu grade par l'enseignement supérieur et la recherche, ce qui sous-entend, ce qui nous a amené aussi à intégrer une initiation à la recherche au sein de l'école. Donc le diplôme, il est à la fois pratique, théorique, dans sa manière de déployer, de construire son propre projet et son programme, mais aussi il passe par un écrit qui est important et un stage qui doit être présenté. Et puis, autre richesse quand même de l'école, je tiens vraiment à le souligner parce qu'on l'oublie, on a une bibliothèque exceptionnelle qui est accessible pour les étudiants puisqu'on rentre par la bibliothèque. Et ça, je pense que c'est aussi un point fort, c'est-à-dire l'accès à une forme de culture qui est à la fois liée à cette bibliothèque, mais aussi par un enseignement. On les emmène beaucoup sur le terrain. Il y a beaucoup de visites avec les ateliers campus sur les métiers, mais aussi des visites. Le cours d'histoire se déroule souvent, ou de dessin se déroule souvent, soit au musée, parce qu'on a cette pépite, dans d'autres musées, mais aussi dans Paris, à l'étranger, on a un voyage à l'étranger, etc. Donc les ateliers de projet, on pourrait dire, c'est la colonne vertébrale, avec tous les cours supports qui permettent de maîtriser tous les outils numériques, le dessin, l'histoire, etc., la connaissance, et puis ce travail de mise en place sur le terrain. Pour avoir une idée, une promotion, cette année par exemple, combien d'étudiants sont à Paris, combien sont à Une promotion, donc on a aussi le cycle préparatoire qui est une école préparatoire pour rentrer en première année, sinon on passe par Parcoursup et on a un petit concours pour rentrer à l'école. On ne doit pas déjà savoir, on est là parce qu'on a une appétence pour ce métier et on sait le montrer. Les promotions sont autour de 70-80. Parfois, ça déborde un peu parce que les élèves restent. On accueille aussi des étudiants en équivalence puisque chaque année comporte un certain nombre de crédits qui vous permet de passer d'une école et d'une formation à l'autre, en France et à l'international. On a un programme Erasmus qui permet aussi de partir un semestre à l'étranger. On a un programme avec d'autres écoles partenaires comme Val-de-Seine. Donc, on peut faire 6 mois dans une école d'architecture, par exemple. Donc, à peu près 80 par promotion. On a 5 années, donc de la première à la 5e. Et à Toulon, c'est des promos entre 20 et 25. On va peut-être, Paul et Charlotte, dans un premier temps, revenir sur votre parcours d'étudiant. Avec le recul, pour vous, qu'est-ce qui a caractérisé ce parcours au niveau de l'enseignement, ce que vous en avez vraiment retenu dans la force, en fait? En fait, je pense que ce qui fait vraiment la force de cette école, c'est le lien depuis le début entre justement ces métiers qui sont le design et l'architecture intérieure, sans alors on dit les camondiens, c'est pas forcément des bons designers, ou c'est des architectes d'intérieur, etc. Ce que je pense finalement est assez erroné. Et moi, ce que j'ai trouvé très fort, j'ai une pratique depuis ma sortie de l'école qui est vraiment plus axée vers l'objet, la matière, le lien avec les artisans. Et finalement, on a une approche par rapport à d'autres écoles qui est en lien avec l'espace, avec la matérialité dès le début. C'est-à-dire que concevoir un objet aujourd'hui, quand on sort de Camondo, c'est pas juste l'approche ergonomique, industrielle, etc. C'est plus l'approche de l'espace, de l'environnement et de tout ce qui le caractérise. Donc aujourd'hui, pour parler de ma pratique, quand je travaille avec un éditeur et qu'il me demande de dessiner un canapé, je ne le vois pas simplement comme un canapé avec du confort, c'est dans quel espace il va être, qu'est-ce qu'il représente, qu'est-ce qu'il évoque. Et depuis le début, je trouve que c'est vraiment
enfin en tout cas dans tout le cursus, mon cursus en tout cas à l'école, j'ai vraiment senti que finalement on pouvait aussi s'affirmer dans l'objet. Et voilà, et que l'objet n'était pas décorrélé de l'espace, c'était pas deux disciplines, c'est vraiment des liens entre les échelles de projet aussi, entre finalement, est-ce qu'on est architecte, designer, les deux, enfin finalement, et cette ouverture d'esprit, voilà, moi je l'ai vraiment trouvé toujours à l'école, et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une grande liberté dans sa façon de pratiquer aussi. Après l'école et finalement comme on se définit, voilà, il n'y a pas eu une étiquette et une façon de pratiquer et l'école forme vraiment à ça, c'est-à-dire qu'elle nous donne les clés pour être, j'ai envie de dire, de bons créatifs, mais après chacun avec sa personnalité a, je pense, les moyens à la sortie de cette école de s'exprimer à sa façon, voilà, avec son... Alors, on a compris ce jonglage avec les échelles dans la formation aussi qu'évoquait Caroline. Paul, vous, en tant qu'ancien étudiant aussi, qu'est-ce qui vous frappe, qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué Qu'est-ce qui fait la force pour vous de l'enseignement aussi ? Pour rebondir sur ce que dit Charlotte, je pense qu'effectivement, Camondo, c'est une école d'architecture intérieure. Et la caractéristique de l'architecture intérieure, c'est de manier les différentes échelles. Et donc à Camondo, on a le luxe de pouvoir comprendre plusieurs histoires, l'histoire de l'architecture et l'histoire du design. Il ne se fait pas dans toutes les écoles. En fait, vous enseignez en architecture, on a l'histoire de l'architecture, et puis en design, on a l'histoire du design. Et là, nous, en fait, on a une compréhension assez large, en fait, de toutes ces échelles et de l'imbrication, de toutes ces échelles les unes par rapport aux autres. Et donc, c'est ça qui fait vraiment une des vraies qualités de cette école aussi. Et donc aussi la culture qu'on sort de cette école-là. Et je dirais qu'aussi, c'est aussi quel est le designer de demain qui est la question. Moi, je pense profondément que le designer de demain, c'est l'architecte d'intérieur. Et parce que justement, on comprend toutes ces échelles-là et que ces échelles nous permettent de comprendre le bâti existant. Travailler le sur-mesure par rapport à ce qui existe. Et c'est ce qui vraiment nous apprend l'école Camondo. Et demain, justement, si on veut moins construire et réduire notre impact écologique, justement, il faut apprendre à travailler avec ces échelles-là. Alors, on va revenir sur ces questions par la suite. Moi, je voudrais quand même refaire un petit focus sur votre parcours qui a un côté un peu singulier aussi, puisque quand vous étiez étudiant, vous avez monté un groupe de recherche en fait. Alors aujourd'hui, il y a les cursus en recherche qui sont nommés, mais qui était en fait un collectif avec un laboratoire aussi de la Sorbonne, je crois. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu, parce que ça a été fondateur aussi dans votre démarche et ça rejoint cette évolution du métier dont vous parlez? Oui, effectivement, parce qu'en fait, on a très vite vu en tant qu'étudiant que l'architecture intérieure, c'est un métier très très jeune, qui a très peu de base théorique, qui a en fait peu de référentiel, malheureusement. Et donc, quand on est étudiant, on a besoin de chercher en fait où est-ce qu'on se situe dans le monde qui est en train de changer radicalement, avec des enjeux écologiques extrêmement importants, l'arrivée aussi des technologies de plus en plus présentes dans nos environnements. Alors qu'est-ce qu'on fait en tant qu'étudiant? Comment on se situe en tant qu'architecte d'intérieur par rapport à ce milieu qui est en train de changer? Et donc on allait chercher en dehors de l'école, en allant chercher des scientifiques. On a créé un groupe qui s'appelle DANS, c'est Design, Architecture et Nouvelles Technologies. Alors la technologie, on ne la prenait pas comme un moyen technique, mais plutôt comme un milieu technique. C'est comment on habite ces nouveaux milieux avec ces nouvelles techniques, ces nouveaux environnements, ces nouveaux enjeux écologiques. Et donc à partir de ça, on a rencontré beaucoup de scientifiques et on a pu être intégré très rapidement en fait, dans un laboratoire à la Sorbonne qui s'appelle Arts et Flux, c'est Arts et Société, Arts et Économie, Arts et Monde Politique. Et donc à partir de ce moment-là, en fait, on a pu aussi organiser des conférences à l'école Camondo sur ces sujets-là. Quel est l'impact aujourd'hui de l'architecture intérieure? Et c'est ça, je pense que ça, c'est un enjeu extrêmement important. Voilà. Et ça a été aussi le fondement de l'ADN de votre démarche, de votre studio? Exactement. Aujourd'hui, ça reste la colonne vertébrale en fait de tout le studio et de ce que l'on fait aujourd'hui. Et aujourd'hui, en tant qu'architecte d'intérieur, on fait du conseil. Et aussi, en fait, une démarche qui est peu connue, mais l'architecte d'intérieur peut faire du conseil sur les nouveaux usages, sur l'économie circulaire, sur plein de choses, parce qu'il peut maîtriser des cycles qui vont de l'espace à l'objet. Ça, c'est une chose assez importante aussi à prendre en compte.
Caroline, justement, une réaction sur cette évolution. On a bien vu cette façon de penser, de travailler de manière située à travers différentes échelles, en pensant le contexte, l'usage, enfin l'objectif. Comment vous voyez, en fait, vous percevez cette évolution, comment ça se traduit? Parce que bon, on parlait d'architecture d'intérieur, de design. Au départ, par exemple, le design, il porte en lui la fabrication, l'industrie. Aujourd'hui, comment on évolue dans l'école au niveau de la pédagogie? Quelles sont les attentes aussi des étudiants là-dessus? Alors, je pense que l'école, elle évolue aussi par rapport à l'évolution même du métier. C'est-à-dire que, effectivement, dans une école de design, quand on est approché pour du design, on est souvent étiqueté par rapport à des enjeux industriels. Mais on sait très bien, et on en avait parlé déjà, il y a eu une étude très intéressante qui a été montée par l'IF Foundation, qui est un institut allemand, qui questionne, dans le cadre de ce que l'Europe a lancé sur le New European Bauhaus, donc comme une sorte de renouveau du Bauhaus, dans le cadre justement de l'accélération du Green Deal et comment tous ces métiers-là pouvaient davantage contribuer à faire société, et notamment une société plus inclusive et plus écologique, ou en tout cas plus gardienne de l'environnement, pour le résumer rapidement. Et en fait, l'étude qui a concerné 3 continents, donc l'Asie, l'Europe et les États-Unis, avec 150 personnalités qui ont travaillé sur les sujets, s'est questionnée sur comment on pourrait redesigner justement une éducation. Qu'est-ce que c'est que l'école aujourd'hui, et qu'est-ce qu'on peut attendre d'une école, et quelles sont les attentes aussi des jeunes aujourd'hui en termes d'apprentissage. L'héritage de l'après-guerre, qui a nécessité qu'on accompagne l'économie, le progrès, et par une esthétique nouvelle, etc. Bon, pour résumer à la Lowy, aujourd'hui, je pense qu'on est beaucoup plus dans une dimension Philippe Madec, et je fais un petit clin d'œil à Accor, puisqu'on a une étudiante qui a remporté un des prix se référençant vraiment à Philippe Madec. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans une dimension écosystémique, beaucoup moins uniquement liée à la question de l'industrie, et peut-être pour réinventer justement l'industrie, une industrie qui partirait d'un écosystème qui s'appuie sur les forces en présence, c'est-à-dire autant les gens, l'environnement, la question qui est posée. Donc pour reprendre, pardon, j'ai fait une petite diversion, mais pour réatterrir sur votre question, je pense que ce qu'on attend d'une école comme celle-là et des étudiants, c'est d'être en capacité à la fois, d'abord et avant tout, de questionner, c'est-à-dire critiquer un programme, l'analyser, critique au sens positif, et voir le construire dans une vision qui permet de rendre le monde plus habitable et de contribuer à rendre ce monde habitable. Et donc de tenir compte de tous ces écosystèmes qui sont à la fois les gens, l'environnement, le bâtiment qu'il faut peut-être réhabiliter, qui est une des spécificités aussi de Camondo, et donc de partir de ça et de ne pas travailler en silo, le créateur, puis après l'exécutant qui va mettre en œuvre son travail. Tout ça, on est dans une forme d'écologie des pratiques, c'est-à-dire d'interrelation de tous ces écosystèmes, et c'est aussi ce qu'on essaye de mettre en place à l'école entre les enseignants et les enseignements, une complémentarité de toutes ces pratiques qui fait qu'à un moment donné, ça se tient dans un propos qui va plus loin que ce qu'on peut vivre aujourd'hui dans le monde qui se dégrade. Paul, justement, vous avez été en charge, notamment on parlait d'écologie des pratiques et comment une école en fait forme aujourd'hui. Vous avez été en charge de l'aménagement du site de Toulon. Et vous aviez travaillé sur Paris également à un moment donné. Vous pouvez nous parler un peu de cette expérience en fait, comment vous avez abordé justement ce projet en questionnant quelles ont été les interactions, les échanges pour créer le site en fait. Alors, effectivement, donc on a été en charge de l'agencement intérieur de l'école Camondo à Toulon, donc qui est dans un bâtiment neuf situé dans le centre de Toulon, juste à côté de la gare. Et donc, en fait, en tant qu'architecte d'intérieur, là, on se positionne toujours, nous, de la même manière. L'architecte d'intérieur, il interroge les manières d'habiter. Donc, comment j'habite un espace. Donc là, par exemple, l'usage de l'école, c'est l'apprentissage. Donc, comment j'apprends. Et quand je pose la question de comment j'apprends dans le prisme de l'écologie, et donc l'architecture intérieure, je dois me poser les questions de qu'est-ce que ça veut dire, du coup, l'écologie, l'architecture intérieure, peut-être demain et aujourd'hui. Donc ça, c'est la première question. Et
Après, la seconde question, c'est comment j'agence cette école et comment je mets en œuvre le fait que ces matières et ces matériaux puissent être aussi écologiquement viables et limiter leur impact. Donc la première chose sur l'usage, on va interroger ce que c'est l'écologie. L'écologie, c'est une science située, comme le disait Caroline, ça veut dire comment je m'insère sur mon territoire. Donc je vais commencer à poser la question comment, en termes pédagogiques, je vais pouvoir insérer l'enseignement sur mon territoire. Donc des premières choses qu'on va proposer, c'est de mettre des grandes cartes du territoire dans l'école, pour que, à plusieurs échelles du territoire, la région, l'échelle proche, pour que déjà les étudiants et étudiantes puissent comprendre géologiquement, mais aussi l'ensemble de leur contexte, et pouvoir se situer sur ce territoire-là, et pouvoir aussi l'approcher autrement. Dézoomer. Ça, c'est extrêmement important. Puis après, on va se dire comment je vais pouvoir aussi aller sur mon territoire. Donc, je vais essayer de favoriser la mobilité en fait, des mobiliers, de l'ensemble des éléments pour pouvoir sortir de mon contexte et pouvoir enseigner à l'extérieur. Alors ça, c'est un vœu. Dans l'usage, c'est plus complexe. Toujours pareil, il y a la vision projetée du designer et l'usage réel. Toujours pareil, ça, en sociologie urbaine, on travaille beaucoup sur ces choses-là. Et puis, par la suite, après, on va travailler aussi la matière. Donc là, je fais vraiment une synthèse très, très rapide. Et là, après, on va essayer de réfléchir au réemploi. Et donc, on va dire 90% sur les mobiliers, pas le second œuvre, sur les mobiliers sont issus d'un seul gisement de matière, une matière qui s'appelle, c'est du contreplaqué marine. Donc en fait, un gisement qui était enfoui normalement, issu d'un déchet d'une usine et qu'on va réemployer pour l'ensemble des mobiliers. Donc on va essayer de réfléchir tout le cycle de l'usage jusqu'à la matière, en fait, de l'école, pour qu'elle puisse à chaque fois de l'ornement, donc du décor, jusqu'au mobilier à son usage, être un outil pour l'apprentissage de l'étudiant et de l'étudiante dans une vision écologique de la chose. Il y a justement une très très grande modularité de l'espace. En fait, comment concrètement vous l'avez traduite en fait pour qu'on puisse passer d'un cours à un workshop à une salle d'exposition. Comment vous avez pensé en fait, quels sont les systèmes que vous avez tout est mobile et interopérable, donc tout peut se ranger les uns sur les autres, tout peut se fait quasiment des dimensions. On a un socle qui est un chariot qui fait la même mesure tout le temps, sur lequel je peux empiler les choses, les poser les unes à côté des autres pour faciliter le rangement. Et puis après, il y a très peu de cloisons, ou sinon c'est de la cloison mobile. Il y a très peu de bureaux. Alors maintenant, les choses évoluent, parce que dans tous les cas aussi, l'objectif, c'est de créer de l'agilité pour en fait, la vie de l'école. Donc l'école évolue dans ses usages, donc on leur donne la liberté aussi d'évoluer, de pouvoir insérer d'autres types de mobilier. Il y a des mobiliers qui ont transformé leurs usages, parce que on avait projeté un usage, mais en fait on avait fait en sorte dans la conception que celles-ci puissent aussi migrer potentiellement sur leurs usages. Et donc aujourd'hui, en fait, vous avez aussi du plafond jusqu'à l'ensemble de l'espace, une flexibilité totale, parce qu'on a un grill technique aussi au plafond qui permet de suspendre, accrocher des lumières. Enfin, en fait, on a comme si on avait un grand théâtre dans lequel je peux en fait agencer l'espace que je souhaite, l'espace pédagogique que je souhaite, et aussi pouvoir tester en fait des volumes, parce que l'architecture intérieure, ce sont des volumes. C'est ça qui est important, on n'est pas que dans l'objet. Je me projette dans quelque chose qui m'entoure, m'environne. Ça, c'est très important à prendre en compte, l'ambiance en tant que telle. Alors, en tant qu'enseignante, Charlotte, justement, vous appropriez vraiment toutes ces possibilités. Comment est-ce que ça a changé? Vous aviez enseigné à Paris, vous enseignez à Camando aussi. Est-ce que ça vous a permis aussi d'évoluer en tant qu'enseignante, d'avoir cette... Vous voulez dire le changement de site d'une école à l'autre? Et puis les propositions d'aménagement. Enfin, est-ce qu'on peut avoir effectivement, ce qu'on disait, des bonnes idées, des bonnes pratiques, mais est-ce qu'on s'en empare réellement et quelles sont... C'est vrai que c'est très intéressant tout ce que dit Paul, parce que du coup, pour le pratiquer au quotidien, puisque j'enseigne depuis 1 an à l'école de Toulon, c'est très réussi. Après, c'est vrai que, en effet, c'est très juste entre une vision prospective de ce qu'on se fait de l'architecture intérieure, du design, des envies, d'une modularité parfaite. En tout cas, quand on enseigne, on dit aux étudiants qu'il faut voir loin. Après, la réalité, c'est qu'en effet, il y a des usages, des pratiques, et finalement, à vouloir une ultra-modularité, parfois, ça ne fonctionne pas. Dans le cadre du projet, c'est vrai de Paul, c'est très réussi, parce qu'en fait, je pense que il a la justesse d'avoir su adapter son produit, ses projets, ses objets, pour qu'ils soient à la fois... Je pense qu'il y a une notion esthétique aussi dans le travail d'architecte d'intérieur qui est indéniable et qui est important, qui n'est pas que... évidemment, il y a toutes les questions écologiques, d'usage, d'échelle, mais il y a aussi évidemment s'entourer de matières, de choses belles. Et je crois qu'il a réussi aussi, il n'en a pas trop parlé, mais avec des décors de faux marbre, à faire à la fois des objets qui sont
qui sont très fonctionnels et qui donnent aussi une vraie identité. Et ça, c'est une notion, qui pour moi, en tant qu'enseignante, j'enseigne en 5e année, donc c'est moins de la théorie. On est plus sur donner, qu'est-ce que chaque étudiant porte en lui et qu'est-ce que c'est sa valeur créative à chacun, parce que je pense que chaque étudiant, en tout cas qui arrive dans une école d'architecture intérieure, c'est pas par hasard, c'est parce que ils ont un regard sur l'espace, une envie de se former, de faire bouger les choses, de créer, etc. Et encore une fois, je pense que la façon dont Paul l'a traité à Toulon, c'est très juste et ça démontre aussi d'une pratique qui est à la fois très théorique et à la fois aussi un regard esthétique, culturel, etc. Voilà, en tout cas, c'est très agréable de travailler dans cette école. Et en tant qu'enseignant, comment vous voyez aussi l'évolution des sujets qu'abordent en fait les étudiants? Je pense à l'année de diplôme qui est assez majeure, puisque c'est vraiment l'année de transition vers le marché. Mais est-ce que vous avez vu une évolution depuis plusieurs années sur la typologie des sujets, la façon dont s'organisent les diplômes? Alors oui, je pense qu'il y a une évolution très rapide et très palpable et que je pense que chacun de nous peut prendre la mesure. Alors déjà, évidemment, par toutes les prises de conscience écologiques. Et je pense que dans l'enseignement, donc moi j'ai été diplômée il y a 13 ans, j'ai l'impression que l'enseignement a énormément évolué en assez peu d'années finalement, parce que l'école a 80 ans et je pense qu'il y a eu évidemment une vraie évolution, mais sur ces 10 dernières années, on a en tant qu'enseignant et évidemment en tant qu'étudiant compris que le métier, il prenait un autre tournant et qu'on avait un vrai rôle à jouer et que le designer n'était pas juste quelqu'un qui rendait des services, qui faisait du beau, mais qu'il avait aussi un vrai impact sur nos modes de vie, sur notre planète. Et ça, on le sent très, très fortement parce que les étudiants sont en demande d'une pédagogie qui va les sensibiliser à comment faire pour demain et comment faire bien pour demain, et en même temps comment s'exprimer créativement à travers c'est l'envie de participer à un monde qui serait évidemment plus viable. Et donc du coup dans les sujets de diplôme, on voit beaucoup d'étudiants s'emparer de sujets de matérialité, de recherche, chose qui en tout cas moi il y a une dizaine d'années était très rare, et je crois que c'est aussi la force de cette école, c'est qu'on leur donne aussi l'opportunité à un moment, une fois qu'on a évidemment vu que les acquis étaient là, donner la possibilité d'aller plus loin dans leur recherche et du coup de pouvoir aller expérimenter avec des chutes, des revues, de la recherche de matériaux, par exemple. La recherche de matériaux, et on voit aujourd'hui des projets de diplôme qui sont axés uniquement autour de justement de la recherche de matériaux, avec évidemment des questions et des interrogations sur qu'est-ce que ça peut être la finalité de tout ça et est-ce qu'on peut l'industrialiser, mais en tout cas il y a une vraie envie sur la matérialité de notre profession. Caroline, vous en tant que directrice des études, comment vous abordez justement cette vision des diplômes, quel panorama ça donne de cette génération Alors, donc ça fait pas depuis si longtemps que je suis là, donc l'évolution que je perçois, je la vois sur ces 2 derniers diplômes. C'est très important ce que tu dis par rapport à la manière dont l'étudiant s'approprie le sujet, c'est-à-dire que l'étudiant, il a été nourri d'outils, de capacités à faire, de projets qu'on lui a soumis, etc. Donc, au moment du diplôme, c'est le moment où il doit prendre position par rapport à la manière dont il va exercer son métier en dehors de l'école. C'est le moment de commencer à dessiner ce vers quelle typologie, quelle approche, comment il se situe dans le monde de demain et en quoi son diplôme en devient un peu aussi un démonstrateur. C'est la première brique de l'édifice où il est encore très accompagné par les enseignants, mais il va créer son envol. Donc notre objectif, c'est vraiment qu'il soit on le forme aussi à une forme d'autonomie, c'est-à-dire comment lui-même, il a confiance dans ses idées et dans sa capacité justement à s'exprimer, à apporter du sens et justement à dessiner le monde de demain autrement que ne l'auraient fait ses enseignants, puisqu'ils sont d'une génération qui ouvre des nouvelles voies et qui évidemment ne vivra pas la même chose.
Donc je pense que cette autonomie, elle est essentielle. Et dans la manière dont ils l'ont exprimée, je trouve qu'on voit beaucoup de projets qui sont très issus aussi des territoires d'enfance. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment été nourris par un vécu, par des relations avec des gens. Ils ont fait beaucoup d'enquêtes. Ils sont vraiment rentrés dans la matière même du sujet qu'ils voulaient aborder. Pas seulement de choisir un site, un programme et de le dérouler. Donc ils vont, je trouve, assez loin. Et c'est un peu la belle surprise. Ils vont assez loin dans la manière de s'approprier les enjeux contemporains et au travers d'un projet très spécifique qui va être leur diplôme. Ils montrent une maturité, en fait, soudain, dans cette capacité à justement, parce qu'on leur laisse l'espace pour s'exprimer. Alors, on a, pour avoir un petit peu suivi les diplômes depuis quelques années, ce qui est assez intéressant, c'est de voir quand on parle de cet intérêt, de cette ouverture de ces générations sur les questions du monde. On voit vraiment, ça peut être des diplômes qui vont questionner le sommet, qui vont questionner, se réapproprier une halle qui existe au niveau, enfin un espace, une halle qui existe au niveau d'un village pour redynamiser un territoire, qui vont questionner également des usages, les matériaux, comme vous le parlez. Est-ce que, comment dire, comment vous accompagnez, alors, enfin, comment cette évolution des projets a fait bouger aussi la façon d'enseigner? Je pense qu'en préparant cet échange, on a discuté notamment de summer camp ou de winter camp. D'ailleurs, c'est peut-être plutôt, je suis pas la bonne saison. Comment en fait cette interaction, comment vous nourrissez, enfin vous favorisez l'interaction entre les étudiants et les enseignants et l'extérieur aussi, le réseau de partenaires qui est très important. Alors, je pense qu'on a fait le constat avec les enseignants que l'enseignement il est très individualisé, c'est-à-dire que sur par exemple un groupe de 70 étudiants, on va proposer des groupes et chaque enseignant va accompagner son groupe et va accompagner plus particulièrement l'étudiant et surtout jusqu'au diplôme. Ce qui nous a intéressé, c'était de se dire, on va travailler davantage en mode d'agence. Donc, on va proposer un site. Ça a été un peu expérimental. On a fait un pilote l'année dernière. On a lancé une winter camp qui n'était pas dans la grille pédagogique. Et on s'est dit, on va réunir quelques enseignants, dont Paul a fait partie. On leur propose un site avec un vrai enjeu de réhabilitation. Et on leur dit, voilà, le sujet, c'est le climat, donc les questions énergétiques. Comment vous vous appropriez, quand vous êtes en 2e année, 3e année, 4e année, cette question? Donc, plutôt en recréant un habitacle pour pouvoir le gérer. Ils ont travaillé en groupe, ce qu'ils font peu à l'école, en groupe transpromo, pour travailler d'une certaine manière comme en mode agence. Il y en a qui font la recherche, qui la poussent plus loin, il y a ceux qui commencent à dessiner, commencent à retrouver un principe de réalité. Et ça crée une dynamique qui a été très très intéressante, appuyée par un petit concours à la fin avec une remise de prix qui le challenge, je pense que ça les stimule pas mal. Et du coup, notre objectif là cette année, c'est de reproduire cette Winter Camp, toujours sur ces enjeux, parce que la question énergétique, elle est assez centrale, et de peut-être la pousser aussi sur une summer camp. Alors là, je ne veux pas révéler ça parce que ça n'est pas encore complètement acquis, mais l'idée de les amener sur un territoire et de leur vraiment les mettre en situation de créateurs dans une agence pour travailler non plus à l'échelle du projet qui amène à la maquette, mais un des très très gros enjeux finalement des écoles et de tous les créateurs, c'est de passer de la belle idée et de son développement, et notamment en termes de matériaux, le passage à l'échelle. Et la question, par exemple, s'ils travaillent sur un matériau, donc là on les a immergés, on a testé un truc dans le cadre d'Agir pour le vivant qui a très bien marché. On leur propose par exemple la paille de riz qui n'est pas tant exploitée que ça, on exploite surtout le riz, on est gros producteur en Europe, en Camargue en particulier. Comment on crée la filière? Le design de la filière, depuis la ressource jusqu'à sa transformation, jusqu'au zen du user, comment l'architecte va s'en emparer. C'est ça aussi le métier qu'ils vont devoir porter. Et c'est un peu notre challenge.
Paul, vous voulez réagir justement, enfin vous parliez justement de l'évolution du métier d'architecte d'intérieur vers le métier d'architecte d'intérieur durable, je schématise un peu, mais en préparant également cet entretien, vous me disiez on a une génération qui a une faculté à penser l'écologie, c'est inscrit, c'est plus une prise de conscience, c'est vraiment une un total engagement, mais avec vraiment un besoin de méthodologique. Par contre, parfois on se retrouve face à des problématiques, justement, comment on aborde, comment on passe au faire, justement, concret. Je pense qu'effectivement, la qualité de l'architecte d'intérieur, c'est de travailler de manière très située. On lui apprend à travailler de manière située. Donc le contexte, le sur-mesure. Donc ça, écologiquement, c'est déjà très intéressant. C'est que je vais devoir m'adapter, comprendre mon environnement, comprendre la matière et ce qui vient de mon environnement pour peut-être l'adapter justement à mon contexte propre, à ma réhabilitation, à l'espace où je dois travailler. Mais autant aux usages. Et je pense qu'il y a plusieurs mutations dans ce métier aujourd'hui. Il y a le côté usage, où aujourd'hui, usage, et on va dire plutôt en amont, où l'architecte d'intérieur commence maintenant à faire des prestations de conseil qu'on appelle la maîtrise d'usage aujourd'hui. Ça veut dire que vous analysez l'usage d'un lieu, d'un site, pour scénariser ses usages futurs. Nous, par exemple, on fait ça beaucoup. Là, en ce moment, on fait ça pour une résidence étudiante. On a fait ça pour des laboratoires de recherche, le CEA et d'autres. Voilà, en tant qu'architecte d'intérieur, parce qu'on a la maîtrise des volumes, et ça c'est quelque chose qui est très important. Vous allez avoir des gens qui font du conseil, mais qui n'ont pas la maîtrise de l'espace. Donc nous, on va faire l'écologie du travail, on va essayer de comprendre justement comment les gens travaillent les uns avec les autres, et leur rapport à l'espace. Parce que l'espace révèle toujours les interrelations entre les gens. Ça, c'est très très important. Ça, c'est une première chose. Après, à partir de ça, on va aussi réfléchir au mobilier, ce qu'on peut réemployer. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on va travailler en amont. Donc on va essayer de réfléchir avec la personne, notre client, comment on peut réemployer et revaloriser la prise en compte de l'existant. La prise en compte de l'existant, exactement. Et après, effectivement, donc on peut faire aussi du conseil sur comment, en fait, par exemple, nous on conseille la RMN Grand Palais en ce moment sur comment ils vont utiliser leur prochaine galerie du Grand Palais et comment ils vont réemployer leur prochaine Simèse. Donc Simèse d'exposition. Donc ça, c'est un travail d'architecte d'intérieur. Ce sont des mobiliers qui sont des Simèse mobiles. Voilà, et comment en fait, ce sont des mobiliers servants, qui en fait organisent l'espace, qui est le propre de l'architecture d'intérieur. Et comment je vais faire pour les réemployer sur des cycles de 15-20 ans. Voilà. Donc ça, c'est un architecte d'intérieur va essayer de la maîtriser, ce cycle de vie, et de penser même l'organisation du travail en interne du musée. Donc ça aussi, c'est tout ça. C'est un point qui est de plus en plus proche du métier d'architecte d'intérieur. Et après, on va effectivement mettre en espace. Et là, on va réfléchir le cycle de la matière jusqu'à la réalisation. Et donc son impact écologique en tant que tel. Donc aussi la maîtrise de l'impact carbone, qui est assez complexe, par contre. Et ça, du coup, aujourd'hui, on est en train d'outiller justement les étudiants et étudiantes à comprendre ce système-là. Charlotte, je voudrais également revenir sur un autre point qui est essentiel dans la formation aujourd'hui. Là, on parlait vraiment de la maîtrise des enjeux environnementaux, etc. C'est aussi les outils qui évoluent. Quand on a préparé cet entretien, ce qui est amusant, c'est que vous me disiez, nous, en fait, on nous enseignait la 3D, on était déjà avant même que ça soit complètement utilisé dans les agences, etc. Et qu'aujourd'hui, en fait, vous avez aussi des modules sur l'intelligence artificielle avec vos étudiants. Comment ça se passe en fait, Tout à fait, je voulais rebondir sur ce que disait Paul. De la même façon que finalement l'école a très vite évolué dans cette prise de conscience écologique ces dernières années, il y a aussi eu, et je pense que tout le monde en a complètement conscience, une évolution des outils. Je pense que ce métier a pendant des années était finalement sans trop de surprises, je m'avance, mais voilà, avec des outils plutôt manuels, on apprenait le dessin, la perspective, et d'un coup, en 15 ans, on a vu arriver la modélisation, 3D, les rendus, les images de synthèse de plus en plus réalistes, et c'est vrai qu'il y a 15 ans, on commençait à avoir des 3D qui était de la 3D, c'est-à-dire que ça pouvait tromper personne. Aujourd'hui, 10 ans après, on a des choses qui sont complètement bluffantes et on a évidemment l'arrivée aussi de l'intelligence artificielle qui est en train de bousculer évidemment la profession comme énormément de professions. Et je pense que ça fait aussi partie en tant qu'enseignant et d'école, d'embraser, de prendre conscience de tout ça pour finalement l'intégrer et pas faire bloc contre en disant
évidemment, la perspective à la main est encore très importante et va faire partie des outils et des particularités d'un architecte, mais il faut complètement prendre conscience qu'il y a aussi des nouveaux outils qu'il faut intégrer, et à nous aussi en tant qu'enseignants de se dire voilà, comment utiliser l'AI aujourd'hui. Les étudiants le font de toute façon, donc il faut qu'on l'intègre pleinement à nos programmes, qu'on le comprenne, qu'on la maîtrise pour faire évoluer vers évidemment le bon et dans le sens positif du terme notre profession. Et ça a en effet un côté effrayant dès qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, et en même temps on se rend compte que c'est aussi une chance incroyable parce que par rapport justement à tout ce que tu disais Paul sur le cycle de vie, ces outils-là nous aident aussi aujourd'hui. On peut demander comment calculer un cycle de vie, une empreinte carbone, ça va très vite. C'est comment les intégrer, s'en emparer et bien les maîtriser, savoir les maîtriser, voilà. Et je pense le potentiel qu'on peut, ne pas en avoir peur. Quoi. Tout à fait. Je pense qu'après, c'est important par contre d'arriver, et ça c'est évidemment des questions d'ordre pédagogique, à pas mettre tout ensemble, à faire en sorte qu'un étudiant évidemment maîtrise le trait et le dessin avant de tomber dans des outils qui le dépassent peut-être. Donc je pense qu'il y a des choses qui sont vraiment importantes dans la pédagogie à respecter. Et quand on arrive en effet dans des années à la fin de son cursus, d'intégrer de plus en plus de choses maintenant qui font partie aussi de la profession pleinement. Alors peut-être une dernière question, Caroline, parce que je vois le temps qui défile. On pourrait continuer cette conversation longtemps, mais 90%, c'est quand même une école aussi, on regarde son succès aussi au taux d'insertion, c'est quand même le but d'intégrer le marché de l'emploi après. 90% des étudiants en emploi dans les 6 mois, post-diplôme voilà. Comment en fait vous pensez les passerelles, parce que ça se construit dans le parcours, c'est pas uniquement... comment vous les accompagnez en fait? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord les stages qui sont obligatoires dès le premier cycle, des stages de chantier où ils participent à des chantiers, puis un stage en fin de 3e année, un stage obligatoire maintenant pour le diplôme qu'on a passé aussi à l'intérieur du cursus en 4e année, et puis on va commencer, ça fait partie de notre feuille de route, de mettre en place l'alternance. On a ce réseau incroyable, effectivement, de designers intérieurs, architectes qui ont fait Camondo et qui accueillent énormément de nos étudiants, et on les remercie vraiment vivement. Et on a aussi tous les enseignants qui font partie de l'écosystème de l'école, un écosystème très dynamique puisque eux-mêmes, ils aident et ils contribuent à cette insertion des étudiants. Et il y a également une Camondo Junior Project, donc une initiative des étudiants, tout à fait, qu'on encourage et qui fait aussi partie de ce qu'on souhaite davantage développer au sein de l'école. Vous pouvez préciser un petit peu ce que c'est? En fait, c'est des missions qui sont confiées au BDE Alors, c'est une petite entité à l'intérieur de l'école qui elle-même commence à faire des micro-éditions de leurs propres produits, qui sont présents régulièrement quand on a des événements, qui accompagnent les étudiants aussi dans la structuration de leur statut à l'extérieur de l'école. Donc, en fait, ils sont là pour faire le lien entre l'école et cet espace d'enseignement, qui est un peu une petite bulle, et puis l'arrivée dans le monde du travail. On a aussi évidemment accompagné énormément Amandine Langlois, qui fait partie de l'équipe, anime régulièrement le réseau des alumni, à qui on propose, dès qu'il y a des concours qui sont proposés, on leur adresse toutes les informations. On présente régulièrement les projets des étudiants de Camondo à l'international sur des design week, etc. Les premiers qui sont informés, c'est évidemment les alumni pour pouvoir accompagner les projets. Donc on essaye de continuer. En fait, quand on a fait Camondo, on reste camondien et on contribue à ce réseau de cette grande famille. Et du coup, les alumni, à ce titre-là, ils font toujours partie de l'école. Je pense qu'on le voit avec Charlotte et Paul, cette idée de grande famille et de grand réseau. Concrètement, là, pour les 80 ans, quelles sont les festivités? Comment on peut voir un peu les projets exposés? Quelles sont les actualités de l'école? Alors, c'est plutôt Elena qui pourrait en parler en détail, qui s'occupe de la communication, qui est dans le public ici. Mais en tout cas, dans le cadre de la Design Week, on a tout un parcours École Camondo, où on peut identifier justement à la fois les alumni, mais aussi les étudiants qui sont tout juste sortis de l'école, tout jeunes diplômés. Ça, on peut suivre le parcours. Donc ça, c'est sur le site de la Paris Design Week? C'est sur le site de la Paris Design Week et de l'école. Donc plutôt extramuros, pas dans le cadre de maisons et objets.
Et puis, voilà, on imagine au moment de la remise des diplômes de cette année, peut-être de faire un événement spécial, mais que je ne peux pas encore révéler. D'accord. Alors peut-être pour conclure, les grands défis de l'école à venir. Alors, on a 2030, beaucoup parlé, 2050. voilà, on a beaucoup parlé de comment l'école, à la fois, renforce son ADN d'architecture intérieure et design dans son enseignement, mais aussi, évidemment, intègre les grands enjeux. On en a parlé, on ne va pas enfoncer des portes ouvertes, mais l'IA, évidemment, en fait partie, mais plutôt comme un outil plutôt qu'une finalité. Après, un des enjeux de l'école, c'est aussi comment on fait école, c'est-à-dire comment les étudiants ont davantage leur place et comment ils sont eux-mêmes instigateurs d'un certain nombre d'initiatives. Et on sent que quand on leur laisse cet espace, ils s'en emparent parce qu'ils sont hyper dynamiques. Donc faire école, c'est arriver à la fois à contrebalancer cet enseignement qui est très fort, avec une aura des enseignants qui est prédominante, mais comment aussi les étudiants affirment ce qu'ils ont à dire, et ils ont beaucoup à dire. Comment on inscrit l'école davantage dans l'écosystème national, international, ça c'est aussi un enjeu. Et comment on fait rentrer d'autres sciences, d'autres connaissances, d'autres données au sein de l'école pour nourrir les étudiants justement de ce qui fait le contemporain et vraiment de la recherche telle qu'ils vont pouvoir s'en emparer pour l'appliquer dans leur propre métier. Ça c'est aussi un enjeu. Merci Charlotte, merci Paul, merci Caroline. On est ravis, on a vu qu'effectivement on a pu répondre à la question. Les designers et les architectes de demain, ce seront bien les maîtres d'usage, c'est ça ? Les architectes d'intérieur, surtout. Oui, les maîtres d'usage, la maîtrise d'usage. Merci.